Je vais vous embarquer dans cet univers justement de cet enfant amputé qui va devenir sportif de haut niveau et qui continue aujourd'hui encore à vivre des aventures humaines et sportives qui sortent de l'ordinaire. Mon parcours, vous avez vu, est assez éclectique, mais à travers tout ça, je vais pouvoir vous partager toutes ces clés de résilience que j'ai dû mettre en place pour pouvoir dépasser les obstacles. Alors j'ai eu effectivement une amputation à l'âge de 4 ans. À 4 ans, j'étais tout content d'aller sur le tracteur accompagner mon père qui allait faucher l'herbe dans un pré. Deux de mes frères m'accompagnent et du coup on est content, on est ensemble, on joue. Et moi, pour éviter d'être touché, je fais un mouvement en arrière, mais un mouvement un peu trop fort. Et puis je tombe à la renverse devant la faucheuse qui me coupe la jambe. On se retrouve à l'hôpital, séparé de la famille et renfermé dans une chambre. Moi qui étais tout le temps dehors, tout le temps en train de bouger. Donc c'était ce qui m'a paru le plus difficile à vivre sur ce moment-là. Et je passe 52 jours à l'hôpital. 52 jours à l'âge de 4 ans, c'est long, c'est très long. Enfin, la délivrance arrive. Je quitte l'hôpital, je me retrouve à la maison, mais j'ai pas encore ma prothèse. Ils n'ont pas fini de la fabriquer. Je marche d'abord en béquille pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, la première prothèse arrive. Je l'essaie, je me sens bien dedans. C'est positif. Mais je veux vraiment savoir si je vais pouvoir vivre comme avant ou quasiment. Donc, ce que je fais, je la teste automatiquement. Donc, je file dans les escaliers, je monte sur la première marche, hop, et je saute par terre. C'est bon. Deuxième marche, je saute par terre. C'est bon. Troisième marche, je saute par terre. C'est bon. Et comme je vous l'ai dit, je suis un enfant qui adore bouger. Ça ne me suffit pas. Je file dans la cuisine, je monte sur la table et je saute par terre. Là, c'est bon. Là, maintenant, je me dis, c'est OK. Ce qui va être ma force pour m'en sortir, ce côté résilient, la première clé que je donnerais pour la résilience, c'est d'accepter la réalité. On prend l'exemple qui a touché tous les entrepreneurs, toute la société même, c'est la crise de Covid. Elle arrive, OK, on peut pester, râler, ça ne change rien. Elle est là, il faut faire avec. Dans le milieu de l'entrepreneur, aujourd'hui, tel que vous l'êtes et vous dans le négoce, vous avez aussi les tarifs douaniers. C'est l'actualité. Tout le monde n'est pas impacté directement, enfin plus ou moins directement ou pas de la même manière, mais en tout cas, certains sont impactés ici. Il y a deux solutions. Soit on n'accepte pas la réalité, on râle, on dit c'est pas juste et on se plaint et du coup on part dans une énergie qui est négative parce qu'on ne va pas chercher de solution. Soit on se dit c'est OK. Voilà, de toute façon, j'ai pas la main dessus, c'est pas moi qui décide des tarifs douaniers, j'ai pas la main directement dessus, qu'est-ce que je fais? Et souvent, voilà, je ne sais plus dans quelle langue où la crise, ça veut dire opportunité. Donc c'est exactement ça. C'est le fait d'accepter la réalité qui va changer la donne. Le sport que je pratique le plus, c'est le cyclisme. Alors le cyclisme, voilà comment je pratique. Et donc j'ai pris mon vélo, je suis parti en solitaire avec mes bagages en autonomie. Et j'ai traversé la France, ça fait 765 km en 3 jours et demi, je dormais à la Belle Étoile. Donc une superbe aventure. Si cette aventure a été une réussite, c'est parce que j'ai su donner du sens à une épreuve précédente. C'est-à-dire qu'en 91, j'étais en vacances du côté de Briançon, chez mon frère, et j'avais décidé aussi de rentrer à Coulon à vélo. Sauf que, au bout de 2 jours, j'étais complètement rincé, épuisé, j'en pouvais plus. Pourquoi? Par manque d'expérience, par aussi pas assez de préparation, un matériel limité. Donc voilà, j'ai appris de cette épreuve, j'ai corrigé des choses, et 3 ans après, j'étais en mesure de traverser. Ça a été de manière très fluide et tout s'est très bien passé. Quand j'arrive à Coulon, donc après ce périple, je me dis que j'ai une bonne condition physique, j'aimerais bien continuer à la maintenir. Et donc j'ai frappé à la porte du club de ma commune, un club de cyclotourisme, et je suis allé faire des sorties vélo avec eux. Ils m'ont très bien accueilli. Mais dès la première sortie vélo, le dimanche matin, je suis complètement à la rue, j'arrive pas à suivre. On n'était pas du tout sur la même vitesse. Donc ils ont été sympas, ils m'ont attendu et petit à petit, au fil des sorties, j'ai progressé. Et au bout de quelques mois, ils n'avaient plus besoin de m'attendre. Et puis comme j'étais jeune, j'ai continué à progresser. Et quelques mois plus tard, les rôles étaient inversés, c'était moi qui devais les attendre. Je contacte la fédération handisport, je participe à un stage, ça me plaît et je me lance dans la compétition. Dès la première course, je termine deuxième. Rapidement, je gagne ma première course. Et dès la première année, je décroche le titre de champion de France sur piste. Donc imaginez, vous commencez une discipline et dès la première année, vous êtes champion de France. Je peux vous dire que ça vous motive et ça vous donne envie d'aller voir l'échelon supérieur, l'international. Autour de moi, je côtoie des membres de l'équipe de France et je les sollicite pour avoir des conseils. Et du coup, voilà, conseils matériels, conseils d'entraînement, hygiène de vie, etc. etc. Et du coup, je progresse rapidement, je suis très motivé. Et 2 ans après, en 98, je décroche 2 titres de champion de France. J'en aurai 5 titres entre 96 et 2001. Je décroche le titre de champion de France sur piste et le titre de champion de France sur route. Là,
on est au podium du championnat de France sur route. Donc je suis légèrement plus jeune qu'aujourd'hui, hein, je suis au centre avec le maillot bleu, blanc, rouge. Et très heureux de moi. Et surtout, je décroche ma première sélection internationale et je vais pouvoir participer au championnat du monde qui se déroule à Colorado Springs aux États-Unis, où je terminerai 5e pour une première compétition internationale. Je suis super content de moi. L'année suivante, je suis à nouveau champion de France et je suis sélectionné pour les Jeux, pas pour les Jeux, pour les championnats d'Europe 99. Je suis échappé avec les 2 meilleurs du monde, donc j'ai certainement progressé et on arrive à conjuguer nos efforts pour que le peloton ne revienne jamais sur nous. On va dominer la course du début à la fin et l'arrivée va se disputer au sprint. Les deux autres, pendant la course, quand c'était un peu plus dur, ils voyaient bien que j'étais un peu plus en difficulté qu'eux. Donc ils savent que la médaille d'or va se jouer entre eux, que le sprint, ça va se jouer entre eux, cette médaille d'or. Donc ils s'observent parce que c'est tactique. Du coup, moi, je vois ça, il y a un temps de battement, je les surprends, je lance le sprint, je file vers la ligne d'arrivée, je creuse l'écart. Petit à petit, le Tchèque me rattrape, il me dépasse, il sera champion d'Europe. Mais Patrick Feria, notre champion du monde et champion paralympique, ne me rattrapera pas et je termine 2e. Comme quoi, c'est pas toujours le plus fort physiquement qui va pouvoir être le mieux placé. Voilà, il faut aussi être assez malin et puis avoir aussi ce mental, c'est-à-dire, ok, j'ai mes chances, je vais rien lâcher et je ferai de mon mieux. Et le résultat, il est là. Je suis champion de France, vice-champion d'Europe, et ça tombe bien puisque l'année suivante, c'est l'année des Jeux, les Jeux de Sydney, les Jeux paralympiques. Alors, je ne suis pas sélectionné d'office, il faudra que je fasse à nouveau mes preuves l'année suivante, montrer qu'on est toujours dans le top national. Je vais décrocher cette sélection. Quand je franchis la ligne d'arrivée, je sais que je ne suis pas premier, je sais que je ne suis pas 2e, mais je ne sais pas si je suis 3e ou 4e. La différence, c'est médaille ou pas médaille. Donc c'est hyper important. Je demande au staff de l'équipe de France, je demande au commissaire de course, personne ne sait qui est 3e ou 4e. La différence, l'écart est infime. Heureusement, il y a la photo finish qui va nous permettre de nous départager. Vous avez devant l'Australien, qui est facile chez lui. Le deuxième, qui a les 2 bras comme ça, là, les mains, c'est Jiří Ježek, notre champion d'Europe et vice-champion du monde en titre, qui confirme. Et puis le troisième, on voit au fond le maillot bleu, blanc, rouge, c'est moi. Même s'il n'y a pas les couleurs, on voit les 3 bandes. Et puis, en premier plan, on voit l'Allemand, ici, Gottfried Müller. Et moi, quand je découvre cette photo, je me dis, waouh, c'est quand même pas par hasard si j'ai eu cette médaille. Et donc, l'Allemand a fait cette erreur. Et moi, pourquoi je n'ai pas lâché l'affaire? Parce que, voilà, pour moi, l'objectif, c'était franchir la ligne d'arrivée le plus tôt possible, peu importe qui est 2e, 3e, 4e. Et ce qui fait le fait de ne rien avoir lâché, d'être allé jusqu'au bout, fera toute la différence. Et cette médaille, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai, et elle est ici. Hein. Je vais vous la montrer rapidement, je pourrais vous la proposer. Pour moi, c'est plus qu'une simple médaille. Merci beaucoup. Merci. C'est plus qu'une simple médaille, c'est pas une rondelle en bronze. Pour moi, c'est la médaille des Jeux et ça représente tout l'effort, toutes les années de boulot qu'il y a eu derrière pour pouvoir arriver à ça et ne rien lâcher jusqu'au bout. Parce que vous voyez bien ici, effectivement, que ça se joue à rien, ça se joue à une fraction de seconde. C'est vraiment l'explication du ne lâcher jamais rien. Et si j'en suis arrivé là, c'est aussi, en termes de résilience, c'est savoir s'appuyer sur les expériences qu'on a déjà vécues, s'en servir comme des forces. Et en 99, quand j'ai ramené cette médaille, j'ai compris que, parce que j'aurais pu très bien me lâcher l'affaire en me disant de toute façon les 2 autres ils sont plus forts que moi, c'est pas la peine de me battre au sprint, je ramènerai la médaille de bronze au championnat d'Europe et ce sera très bien. Non, je lâche rien, j'y vais, on verra bien. Et ça m'a servi au Jeux de Sydney, c'est pareil. Le sprint, je l'avais peut-être pas très bien négocié au départ, j'ai rien lâché, j'y suis allé à fond et c'est parce que je terminais plus fort sur la fin que j'ai pu ramener cette médaille. Donc voilà, ne jamais rien lâcher, c'est important, mais surtout, se servir de nos expériences, ça nous rend plus forts. Fin 2015, j'entends 2 de mes frères qui sont en train de discuter et qui sont en train de se projeter pour aller faire l'ascension du Mont Blanc. Et j'entends ça et je dis, oh, je suis là, est-ce que je peux venir? Ils me disent, ok. Une fois que j'ai lancé ça, je me dis, oui, ok, tu t'engages là-dedans, mais tu vas partir avec 3 autres personnes qui sont des valides, qui sont des sportifs aguerris. Un de mes frères a déjà fait une fois l'ascension du Mont Blanc, il voulait se relancer, la faire une 2e fois pour ses 50 ans. L'autre de mes frères est accompagnateur en montagne, il a déjà fait 8 fois l'ascension du Mont Blanc. Et le 3e participant, c'est un copain de mon frère qui est accompagnateur en montagne. Donc je sais que je vais partir avec 3 sportifs aguerris, valides, et que si je ne veux pas les retarder, si je veux que tout ça se passe bien, il va falloir que je les prépare bien. Et pour se préparer, ce que je connais, c'est le vélo. J'ai mon expérience de sportif de haut niveau. Donc je reprends le vélo, je reprends une licence pour faire la compétition et j'y vais à fond. Et puis je vais même battre mon record de distance sur une journée. Cette année-là, je vais faire 321 km dans ma journée en solitaire. J'ai fait à peu près tout le tour de la Vendée. Et donc j'avais ce qu'on appelle dans le milieu sportif, j'avais la caisse. Et donc j'étais bien. Et tout s'est bien passé. Mais j'ai quand même rencontré des difficultés. J'avais pourtant demandé à mon prothésiste de me faire une nouvelle prothèse pour cette ascension. Mais la prothèse n'était pas tellement au point. Donc j'ai eu mal en montant, j'ai eu mal en descendant.
J'ai réussi à gérer, mais voilà, c'était pas très très confort. Et à l'été 2018, justement, j'ai un ami qui revient vers moi qui me dit, moi j'aimerais bien lancer un défi sportif pour montrer que, quelles que soient nos différences à tous, si on décide d'avancer ensemble, on peut vivre de très belles choses et réaliser des choses magnifiques. Et il me dit, j'aimerais le faire à travers un défi sportif qui ait de l'allure et qui puisse impacter, et je voudrais le faire avec une ascension du Mont Blanc. Est-ce que tu penses que c'est OK? Je lui dis, bah oui, il n'y a pas de raison. Du coup, on se lance tous les deux dans cette aventure. On crée une association, We Are Diversity Adventure. On constitue aussi une équipe de 8 personnes, 4 femmes, 4 hommes, tous différents. Alors, les différences, c'est quoi? C'est les gens qu'on croise à la rue, c'est les gens qu'on croise dans cette salle. Différence d'âge, de taille, de religion, de couleur de peau, de orientation sexuelle, handi, pas handi, sportif, pas sportif. Et voilà, on a fait aussi le choix de ne pas choisir des sportifs aguerris. Il y avait peut-être que moi qui avais un parcours sportif plus. Mais autrement, les autres, voilà, on voulait vraiment que ce soit monsieur, madame, tout le monde. Et on se lance dans l'aventure pour montrer que c'était possible. Et donc, on les fait se rencontrer en janvier 2019. Et on leur dit, voilà, projet, faire l'ascension en septembre. Les gens ne se connaissaient pas. On a réussi à créer une équipe. On a senti que ça prenait. Et ça, c'était hyper important. Et dans l'équipe, il y avait 2 personnes en situation de handicap. Il y avait Ludo et moi. Ludo, avec un handicap plus lourd que le mien, dans ce type de contexte, une capacité pulmonaire d'1 tiers. Et pour aller en haute altitude, voilà, ça devient compliqué. Il ne va pas aller au sommet, il va s'arrêter à 3200 mètres d'altitude, mais en fonction de son contexte, c'est vraiment un exploit qui valait largement l'ascension du Mont Blanc, où tout le monde a réussi à le faire ensemble. Pour moi, tout le monde a réussi parce que Ludo aussi, il était avec nous par l'esprit, et puis par rapport à ce qu'il avait fait, ça valait un Mont Blanc. Dans l'équipe, il y avait une femme qui avait peur du vide. Et se lancer dans l'ascension du Mont Blanc, c'est pas une évidence pour elle. Et elle s'est fait accompagner par un préparateur mental. Mais quand on a fait une sortie dans les Pyrénées, un petit peu une sortie test au mois de juillet, sachant que l'ascension était prévue au mois de septembre, j'ai bien vu que c'était loin d'être réglé cette affaire. Et donc, je lui ai dit, voilà, si tu veux vraiment réussir cette ascension sans être bloqué par ça, ce serait dommage, tu as le potentiel. Eh bien, on est allé faire d'autres sorties montagne, et là, je l'ai aidé, et parfois, on allait sur des crêtes, et je voyais que c'était la panique, ne pas forcer pour justement pas bloquer complètement la personne. Donc parfois je l'accompagnais, je reculais, je lui tenais la main, je lâchais, je reculais pour qu'elle ait un point de repère, et petit à petit s'habitue à cette immensité, à ce vide, et elle a pu dépasser cette peur et réussir l'ascension du Mont Blanc. Mais c'était pas l'ascension le plus dur, c'était la descente, parce que quand on redescend de montagne, là on a toute cette immensité devant soi au lieu d'avoir la montagne qui est juste devant soi, la paroi. Et c'est cette entraide qui va faire la force, qui va faire qu'elle va pouvoir dépasser. Pour elle, cette résilience est venue de l'aide parce qu'elle avait accepté, elle avait demandé de l'aide. Et ça, c'est hyper important. Elle est revenue quelques temps après vers nous en disant, le capital confiance que j'ai engrangé dans cette aventure sportive, ça m'a aidé à oser plus et avoir confiance en moi. Et je suis devenu maire de ma commune l'année suivante. S'appuyer sur ses forces, sur ses ressources, bien pour moi, c'était aussi l'aventure Mont Blanc 2016 que j'avais déjà vécue. 2019, c'est jamais gagné d'avance une aventure de Mont Blanc. C'est pas nous qui sommes les plus forts, c'est la montagne, c'est elle qui décide. Donc voilà, c'est vraiment toujours s'appuyer. Voilà, quand il y a un moment difficile, sur quelles ressources on s'appuie, voilà, quelle force on va utiliser. Eh bien, on peut aller plonger dans notre passé et voir ce qu'on a pu réussir et s'appuyer dessus. Ici, c'est quelque chose qui est un challenge vraiment dans l'endurance. Et pour moi, la complexité, c'est effectivement, je suis le seul à oser me lancer dans la voiture en tant que personne en situation de handicap, donc avec une jambe de moins. On est plus de 200 départs, tous sont des valides, je suis le seul handi. Et je vais quand même réussir à relever le challenge. Je fais partie des 146 finishers dans les délais. Et puis surtout, adaptabilité, j'ai mis ce mot-là parce qu'il faut savoir s'adapter dans la vie. Quand on rencontre des obstacles, si on n'est pas en capacité de s'adapter, ça va pas marcher. Et l'important, c'est voilà, savoir changer son regard sur ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir quand même atteindre l'objectif. C'est exactement la même chose quand on est entrepreneur, négociant. Eh bien, comment on va falloir s'adapter? Parce que les imprévus, comme moi j'ai pu en trouver sur ce parcours-là, vous en avez tous les ans. La météo, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Les cours mondiaux, vous ne connaissez pas. Vous pouvez avoir d'autres imprévus type accident, comme il y a une entreprise qui est concernée ici, comme le feu dans les silos il y a 2 ans. Voilà, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'adaptes? Il faut réagir. Et la résilience, c'est ça, savoir s'adapter et savoir réagir et trouver le bon axe le plus rapidement possible, ce qui fera la différence. L'année suivante, 2021, j'ai un ami, Marc Malter, qui m'appelle. Il me dit, j'aimerais bien réaliser mon rêve. Son rêve, c'est de faire l'ascension d'un grand col à vélo. Dans ma tête, je me dis, ok, on va le faire en tandem. Sauf que Marc me dit, je ne veux pas le faire en tandem, je vais le faire tout seul sur mon vélo. Il est non-voyant, et il me dit, je voudrais que tu sois mon guide. Je dis oui, mais je ne suis pas vraiment réfléchi. Puis après, il me dit, ouais, maintenant que j'ai dit oui, on fait comment? Donc je ne savais pas. Ça avait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et on se lance dans l'aventure. 3 mois et demi après, le 4 juin 2021,
on se lance au pied du col d'Aubisque et on arrive au sommet. Première mondiale réalisée, c'est bon. Et comment on a fait? Eh bien, on a surtout là une autre clé de résilience, c'est la méthode des petits pas, avancer pas à pas. Alors, oser vivre ses rêves, c'est ce que, voilà, si Marc n'avait pas osé, il l'aurait jamais fait. La détermination, il en faut. Et réaliser l'irréalisable, oui, une première mondiale, on peut penser que c'est impossible, et pourtant, c'est possible. Et comment on a pu avancer? Eh bien, à chaque fois qu'on a trouvé un obstacle, on s'est posé, on a réfléchi, on a cherché une solution. On en a trouvé. On aurait pu ne pas en trouver, hein, certes, hein, mais on en a trouvé. Et quand on a commencé à s'entraîner, on allait sur le parking de la Clameur à Niort parce qu'on n'allait pas aller sur la route tout de suite. C'était une évidence pour moi et pour Marc aussi. Mais au bout d'une heure, Marc tombe. Et là, Marc aurait très bien pu réagir en se disant bah oui, on voit bien que c'est pas possible, j'aurais mieux fait de rester tranquille dans mon canapé plutôt qu'à d'avoir une idée aussi farfelue. Non, Marc réagit différemment, il se dit ok, je suis tombé, mais pourquoi je suis tombé? Et là, on analyse la situation. Qu'est-ce qui en ressort? D'une part, mais ce que je lui indiquais comme phrase, comme indication, c'était pas assez pertinent. Et lui n'était pas totalement 100% à l'écoute. Donc il a fallu tous les deux qu'on change notre comportement. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a plus jamais eu de chute. Alors il y a eu d'autres obstacles. Par exemple, il a utilisé un vélo de course, donc vélo de route avec un guidon cintré. Sauf qu'il était trop penché, il n'arrivait pas bien à tenir son équilibre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé aussi. Il a trouvé la solution. Ok, on enlève ce guidon, ce cintre, et on met un cintre de VTT guidon plat. Et comme ça, il avait un meilleur équilibre, meilleure pose. Et puis également, quand on est allé sur la route, eh bien, on avait un code de communication. Et donc, quand il y avait un stop, au début, je disais, par exemple, un stop à 20 mètres, je disais stop à 20 mètres. Donc, Spark, il entend stop, il s'arrête. Il reste 20 mètres. Ça ne marche pas. Donc là, il fallait aussi qu'on modifie. Et il fallait que je lui dise à 20 mètres, stop. Comme ça, il faut se préparer. 10 mètres, 5 mètres, 3, 2, 1, stop. Et là, ça fonctionnait. Voilà, c'est à chaque fois qu'il y avait une difficulté, on se pose, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va trouver? Et j'étais aussi bienveillant, j'ai des phrases qui étaient trop longues, il m'a dit non, donne-moi des ordres, ça me fait trop d'informations dans la tête. Donc voilà, toujours s'adapter en avançant pas à pas. Mais voilà, les solutions, on en trouve tout le temps. En 2024, on est très proche là maintenant, j'ai battu mon record de course à pied sur un 10 km en 45 minutes 44, ça parlera peut-être à certains. Et 10 ans avant, 10 ans avant, en 2014, j'avais commencé mes premières courses. J'avais mis 8 minutes de plus. Donc en 10 ans, j'ai gagné 8 minutes sur le même parcours et j'ai pris aussi 10 ans d'âge. Quand on a des obstacles face à soi, si on n'a pas un corps et un esprit qui fonctionnent bien, eh ben, on ne va pas trouver les solutions de la même manière. Donc l'hygiène de vie, c'est hyper important pour tout le monde. Et donc c'est quoi l'hygiène de vie? C'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est l'entretien de son corps, le mouvement. Et pour réussir ça, donc il y a eu cette hygiène de vie, mais il y a aussi le fait de s'entourer et demander de l'aide. Et là, alors une fois de plus, j'ai fait appel à ma prothésiste et je lui ai demandé de me faire une prothèse qui soit adaptée pour la course à pied de manière, pas la performance sur le 100 mètres, mais voilà, sur la longue distance. Et ça l'a fait. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Donc à chaque fois que je fonctionne pas seul, je demande toujours facilement de l'aide. Et puis, eh bien, sans les autres, on n'est pas grand-chose. Et jusqu'au bout, justement, on est 2024, une autre clé également pour pouvoir être résilient, c'est de savoir se projeter. Quand on se projette dans quelque chose, dans un nouveau projet, on est en train d'activer l'espérance. C'est-à-dire que quand on a de l'espoir, eh bien, ça nous donne une énergie différente, et là, on va pouvoir avancer. Donc, gardez toujours des projets en tête dans votre entreprise. Toujours avoir des projets derrière, c'est ce qui va vous rendre plus fort. Sinon, on dort sur nos lauriers, on ne cherche pas autre chose et on n'a pas l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Et si on rencontre une difficulté, on aura du mal à la dépasser. Nos petits, nos limites, c'est quoi? On est 4 copains amputés de jambes et on se lance dans l'aventure du GR54 en juin l'année prochaine. Le GR54, c'est un des plus durs d'Europe. On va avoir 200 km à faire. 15 000 mètres de dénivelé, c'est 2 semaines. Et puis, comme je sais que les copains n'ont jamais fait ce sommet à plus de 4 000, j'ai dit on pourrait peut-être faire un petit crochet et aller faire la barre des écrins pour qu'ils puissent se faire plaisir au-delà de 4 000. Mais la difficulté quand on est amputé, c'est la durée dans la marche. La marche, à chaque fois, la répétition du poids du corps avec une charge, des sacs à dos, eh bien, on n'a pas le droit à la blessure. Et évidemment, là aussi, on ne sera pas seul. On y va avec notre prothésiste, on y va avec Eric Le Serre, notre médecin, on y va avec un kiné. Vraiment pour assurer côté moignon que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessure et qu'on puisse aller au bout. Après, c'est comme tous les défis, tous les challenges. Est-ce qu'on ira au bout? On n'en sait rien. Rendez-vous l'année prochaine pour vous donner la réponse. Mais en tout cas, on y croit, on met l'énergie pour et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas merveilleusement bien. Qui aurait parié sur un gamin de 4 ans amputé d'une jambe dans un milieu rural, dans un petit hameau, dans une ferme traditionnelle, dans une fratrie de 11 enfants?
pas grand monde. Et moi-même, j'aurais même pas imaginé que je m'épanouirais à travers le sport. Et pourtant, et en plus, oui, une vie axée sur le mouvement quand il vous manque un petit morceau, c'est pas gagné d'avance. Mais voilà, j'ai toujours été optimiste, même en me levant du pied gauche tous les matins. Et j'ai toujours eu la conviction que voilà, si on allait de l'avant, qu'il y avait toujours des solutions, qu'on avait un potentiel qui pouvait nous permettre de réussir. Ce potentiel, il faut l'activer, tout le monde l'a. Donc si vous aussi, vous avez envie de réussir, activez votre potentiel, ayez confiance, croyez en vous, ayez confiance en vous, sachez que vous avez un potentiel, et la résilience, ça s'apprend, ça se travaille, de toute façon, vous la connaissez déjà, mais il y a encore plein d'actions de la mettre en place. Donc, allez-y, sachez que vous êtes tous résilients et que vous allez réussir. Merci de votre écoute. Bravo.